Bonsoir à tous et bon début de week-end avec nous. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Derniers ajustements avant l'arrivée du pape Léon XIV à Monaco. Après le gouvernement, le diocèse a tenu à son tour sa dernière conférence de presse cet après-midi. Toutes les informations dans quelques instants ainsi que nos conseils et infos pratiques. Et puis pour aller plus loin dans la symbolique et le sens de cette visite, nous recevrons un invité spécial dans ce journal. L'ambassadeur de la principauté près le Saint-Siège, Philippe Orengo, suit l'événement avec grande attention et nous en dévoilera toutes les coulisses sur notre plateau. L'autre actualité du week-end, c'est le retour du grand congrès mondial de médecine, esthétique et anti-âge au Grimaldi Forum. 3 jours où spécialistes, chercheurs et industriels présentent leurs dernières avancées sur la lutte contre le vieillissement. Immersion à suivre. Dans ce journal également, il est enfin là. Le tout nouveau quartier Monaco vient d'être dévoilé à Europa Park en Allemagne. Un parcours de visite repensé, modernisé, valorisant les richesses de la principauté. Vous découvrirez les images en avant-première. Et puis nous accueillerons un deuxième invité exceptionnel ce soir. De passage à l'Hôtel Hermitage à l'occasion de la première édition de Monaco Poésie Nuit et Jour. Une soirée mêlant littérature, musique et gastronomie. L'immense acteur et chanteur Lambert Wilson sera avec nous à la fin de ce journal. Dans moins de 24 heures maintenant, ce sera l'effervescence à Monaco. Des milliers de fidèles catholiques et de curieux afflueront sur le territoire pour saluer le chef de l'Église catholique. Un dispositif exceptionnel à la mesure de cet événement hors du commun. Écoutez les dernières impressions captées par Fabien Bonilla et Arnaud Imbert cet après-midi au diocèse de Monaco. J'avoue que je ne réalise pas encore complètement, même si je vois la ville se transformer. Ce matin, je suis allé faire un tour au stade. Effectivement, c'est pas comme d'habitude. Voilà. L'impatience, non. Je pense que depuis le début, je suis resté assez serein. Ma chance, c'est aussi d'avoir des collaborateurs exceptionnels qui, eux, peut-être, absorbent plus les tensions et tout ce qu'on doit mettre en œuvre au dernier moment. Mais là, moi, j'ai hâte d'entendre ce que le pape, pas seulement de le voir ou de le saluer, mais de l'accueillir et d'entendre ce qu'il va nous dire. Spirituellement, comment est-ce qu'on peut se préparer pour le vivre au mieux en tant que chrétien ? Moi, ce que j'ai proposé depuis le début, depuis l'annonce officielle, c'est une petite prière qui circule sur les réseaux, que les gens peuvent réciter à la maison, seuls ou dans les paroisses ou les communautés. Et moi, ce que je dis, maintenant qu'on est à quelques heures, il ne s'agit pas de rester à genoux, les bras en croix jusqu'à demain matin, mais d'avoir une petite pensée intérieurement, comme on dit, une prière pour les croyants, une vraie pensée positive pour d'autres, en disant, nous décidons de vivre un grand moment pour la principauté et le pape vient par affection, parce que c'est sa mission et qu'il va poser un regard sur nous et à travers lui, un message qui nous sera donné d'en haut, qui nous aidera peut-être à être meilleurs, à être plus justes, à être plus attentifs les uns aux autres, en tout cas à accueillir et à vivre selon les valeurs de l'Évangile. Je dis, Monaco est un pays officiellement catholique. Si on peut vivre un peu mieux selon ces valeurs et les partager avec joie, je pense que la visite sera réussie. Que vous soyez monégasque, résident ou que vous veniez de l'extérieur de la principauté, si vous avez prévu de vivre la visite du pape au plus près, un point info pratique pourrait vous être utile. Sarah Nkari nous a rejoint en studio. Bonsoir Sarah, toute la principauté est mobilisée pour cette journée. Bonsoir Théo, oui, c'est d'ailleurs sur cette dimension historique que le ministre d'État a mis l'accent hier en conférence de presse. Christophe Mirmand l'a assuré, Monaco a tout mis en œuvre pour permettre aux fidèles de vivre des moments forts autour du Saint-Père qui déambulera principalement en papamobile dans les rues de la Principauté. Nous avons réalisé cette infographie retraçant son parcours. Elle est disponible sur les réseaux sociaux de Monaco Info. Accessible à tous également, des écrans géants seront installés en ville. Tout à fait. 2 seront positionnés sur la place de l'église Sainte-Dévote et 1 devant le musée océanographique. 2 autres ont été positionnés sur la place du Palais. Mais là, Théo, le cas est particulier. Je m'explique. Cet espace est réservé aux monégasques et aux résidents munis d'un bracelet d'accès. Mais il sera accessible à tous à partir de 11h30 pour suivre la suite des événements de cette journée. Dans l'ordre, Sarah, pouvez-vous nous rappeler justement les temps forts de cette visite ? Oui Théo, le pape devrait atterrir à l'héliport de Monaco aux alentours de 9h. Il se rendra ensuite au Palais Princier pour un entretien avec le prince Albert II avant une allocution au balcon prévue à 10h10. Le souverain pontife prendra ensuite la direction de la cathédrale pour un temps de prière avant de rencontrer les jeunes et les catéchumènes à l'église Sainte-Dévote. La journée s'achèvera au stade Louis II où le Saint-Père célébrera une messe en français. 15 000 participants sont attendus.
L'accès s'est fait sur inscription et il n'y a plus de place depuis plusieurs jours maintenant. Pour celles et ceux qui pourront entrer dans l'enceinte, il est impératif d'arriver entre midi et 14h. Il est possible d'apporter un pique-nique car aucune buvette ne sera en service. Et pour ce qui est de la circulation, Sarah ? Alors, pour venir et se déplacer en principauté demain, il est vivement recommandé de privilégier les transports en commun. Les TER circuleront tous les quarts d'heure entre Cannes et Menton et toutes les demi-heures entre Menton et Vintimille dans les deux sens. Pour ce qui est des bus, les lignes ZOO desserviront normalement la principauté avec cependant certains arrêts modifiés. Dans Monaco, les lignes de bus de ville de la compagnie des autobus seront gratuites et adaptées à l'événement avec notamment la mise en service de lignes spéciales. Mais pour celles et ceux qui n'auraient pas d'autre solution que de prendre la voiture, le gouvernement conseille aux visiteurs de privilégier l'entrée ouest de la principauté en donnant la priorité au parking des Salines et en utilisant ensuite les bus de la CAM. La circulation intramuros sera bien sûr limitée dans les quartiers de Monaco-Ville, de la Condamine et de Fontvieille. L'idée est de sanctuariser les zones autour des lieux officiels pour la sécurité et le confort des participants. En parlant de sécurité, on imagine que le dispositif mis en œuvre sera conséquent, Absolument Théo. Comme l'a détaillé Lionel Beffre, ministre de l'Intérieur, 1700 policiers et 320 pompiers et secouristes de la Croix-Rouge seront mobilisés avec des renforts français. L'objectif sera à la fois de sécuriser les cortèges lors des déplacements du pape et de faciliter les accès publics sur les lieux de rassemblement. À noter enfin Théo que les commerces et les restaurants de la principauté resteront ouverts, mais certains sites communaux seront fermés. Si vous souhaitez obtenir plus de détails sur ce que nous venons d'évoquer, rendez-vous sur le site papemonaco2026.mc et sur le site de la mairie de Monaco. Voilà pour les derniers réglages de cette séquence qui s'inscrit dans les tout premiers déplacements internationaux du souverain pontife. Une séquence à la fois diplomatique, spirituelle et populaire, organisée, comme vous pouvez l'imaginer, avec une grande finesse par de nombreuses équipes et la délégation qui accompagne ce haut personnage religieux. Parmi les personnes au premier rang, il y a bien sûr l'ambassadeur de la principauté près le Saint-Siège, Philippe Orengo, nous a accordé une interview. C'était hier sur notre plateau. Bonsoir Philippe Orengo. Bonsoir. Merci de votre présence sur notre plateau. Cette visite du pape Léon XIV à Monaco est, on ne cesse de le répéter, historique. Quel sens revêt-elle pour vous ? D'abord, elle revêt le sens d'un événement considérable. Pour Monaco, elle représente quelque chose d'extrêmement important, en ceci qu'elle, sous trois aspects, elle représente un aboutissement et un nouveau départ de nos relations. Comme vous le savez, la principauté assume sa foi depuis 8 siècles avec la première église qui a pu être installée sur le rocher en 1247. Mais au-delà de cette histoire, il y a l'histoire de la dynastie Guelfe, un petit peu plus récente, qui a toujours été très attachée à la papauté. De même, nous avons des relations diplomatiques anciennes qui ont culminé, voici 20 ans, avec l'instauration d'une nonciature en principauté. Ça n'est pas rien parce qu'avec la création de cette nonciature, nous aboutissions à des relations diplomatiques complètes au sens moderne du terme. En outre, il y a dans notre histoire commune le fait que l'église de Monaco est une église vivante. Et je pense que c'est l'un des aspects qui a sans doute séduit le Saint-Père pour venir en principauté. Le Vatican parle à tout le monde, parle avec tout le monde. Il ne se préoccupe pas de la taille du pays ou du nombre d'habitants. C'est donc la volonté d'apporter la bonne parole, puisque c'est ça l'essence même d'un voyage apostolique, à une communauté qui attendait sa venue depuis longtemps. C'est quand même quelque chose d'extrêmement important pour nous. Mais là, d'y répondre aussi rapidement, justement, à l'invitation du prince souverain, du prince Albert II, c'est ça aussi la symbolique, de répondre rapidement à une invitation, et alors que c'est l'un des premiers voyages apostoliques du pape Léon XIV. Le fait qu'il vienne à Monaco est un signe. Monaco est une partie de l'Europe, représente une partie du catholicisme européen, avec son identité propre, ses spécificités propres. Et
quand bien même nous participons au grand mouvement de renouveau spirituel que l'on peut voir un peu partout en Europe, nous le vivons d'une manière un peu particulière. Nous ne pouvons jamais oublier que nous avons une communauté de pas loin de 150 nationalités. Nous ne pouvons pas non plus oublier que notre religion d'État a comme conséquence que l'Église n'est pas en dehors du système, elle est à l'intérieur du système et elle peut assumer librement son rôle dans le débat public. C'est aussi pour cela que ça fait partie de notre identité nationale. Monaco, vous le savez aussi bien que moi, se caractérise essentiellement par une volonté de consensus. C'est le fameux problème de l'accord des volontés. Nous sommes donc habitués à la discussion, au dialogue, à l'accord équilibré entre différents interlocuteurs. Et en parlant de discussion, justement, les deux souverains doivent s'entretenir en privé pendant cette visite. Et quels sont les sujets qui peuvent être abordés? Qu'est-ce qui lie le Saint-Siège et la Principauté de Monaco sur le fond du sujet? Oh, il y a énormément de sujets. Comme vous le savez, nous avons un certain nombre de positions communes sur l'environnement, sur la dignité humaine et en cela le droit à la vie, mais sur beaucoup d'autres questions bioéthiques, sur un certain nombre de problèmes diplomatiques très importants comme celui de la recherche de la paix par le dialogue, avec une justice, n'est-ce pas, dans la recherche de la paix. Mais un certain nombre d'autres sujets qui sont très importants, l'intelligence artificielle par exemple, et son impact sur nos sociétés. Et ce sont des thèmes sur lesquels nous avons en commun avec le Saint-Siège, et ça c'est très important, non seulement de pouvoir travailler dans la durée, parce que nous n'avons pas de contingence politique au sens propre du terme, mais aussi, au-delà de cette perspective du temps long, nous pouvons porter un message intemporel et universel. Nous recevions hier Michael Kor, qui est correspondant permanent pour le journal La Croix au Vatican. Lui, il analyse justement le rôle du pape comme un rôle politique. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation-là ? Évidemment, le pape a nécessairement une dimension politique. Pensez que lorsqu'il appelle les dirigeants du monde à une paix désarmée et désarmante, ça a nécessairement des conséquences pratiques et ça recouvre un certain nombre de choses. Ça recouvre la nécessaire conclusion de traités internationaux relatifs au désarmement. Et il n'y a pas de parole du pape qui ne soit pas quelque part en liaison avec une donnée politique, mais une donnée politique globale. Le Saint-Père, avec l'autorité morale qui est la sienne, peut en effet influencer les dirigeants du monde à trouver des solutions. C'est en cela que son rôle de guide, d'une certaine manière, est particulièrement important. Donc en une seule phrase, qu'est-ce qu'il faudrait retenir de cette visite à Monaco pour résumer votre pensée et la spiritualité qu'on essaie de mettre dans cet événement? Que le Saint-Père met en œuvre sa devise pontificale en vérité, qui est fondée sur l'unité dans la diversité, parce que c'est ce qui représente très bien Monaco, et par un heureux hasard de circonstances, c'est bien le fondement même de la devise du Saint-Père. Merci beaucoup Philippe Orengo, ambassadeur de la Principauté près le Saint-Siège, d'avoir répondu à nos questions ce soir sur Monaco Info. C'est moi qui vous remercie de votre accueil. L'autre événement de la semaine, en parallèle, de l'autre côté du pays, se passe au Grimaldi Forum. C'est bien sûr le Congrès mondial de médecine esthétique et anti-âge qui fait son grand retour. Pendant 3 jours, spécialistes, chercheurs et industriels se retrouvent à Monaco pour présenter leurs dernières avancées sur la lutte contre le vieillissement. Immersion avec nos reporters sur place, Christina Petit-Homel et Jean-Alexandre Dordet. Pendant 3 jours, Monaco devient la capitale mondiale de la médecine esthétique et anti-âge. Le Grimaldi Forum accueille en effet le Aesthetic and Anti-Aging Medicine World Congress, plus connu sous le nom d'AMWC. Un rendez-vous incontournable pour les professionnels du secteur venus des 4 coins du monde. On a à peu près 1 millier de marques représentées, plus de 350 exposants. Chaque stand a sa nouveauté. Je ne peux pas les connaître toutes, mais chaque stand a une nouveauté, c'est certain.
Dermatologues, chirurgiens plasticiens, médecins et chercheurs se retrouvent donc ici pour partager leurs connaissances et découvrir les dernières avancées dans le domaine. Au programme, conférences scientifiques, démonstrations en direct et présentation de nouvelles technologies, qu'il s'agisse d'injections, de traitements au laser ou encore de thérapies régénératives. On a 12 salles de conférence avec chacune des thèmes particuliers. On essaye d'explorer tous les domaines de l'esthétique parce qu'il n'y a pas qu'une, il n'y a par exemple pas que les injectables, il n'y a pas que les lasers, il y a vraiment, c'est très très large. Les nouveautés, il n'y a jamais, depuis quelques années, il n'y a pas de révolution. Il y a beaucoup d'avancées techniques, technologiques sur les produits, la qualité des produits. Ça, c'est flagrant. On peut vraiment l'assurer. Les produits sont de plus en plus sûrs. Donc, c'est une chose qui est admise. Pas de révolution, mais des réelles avancées. Chaque année, le congrès attire près de 18 000 participants et plusieurs centaines d'exposants venus présenter leurs produits et leurs innovations dans un secteur en pleine expansion, avec quelques petites avancées cependant dans certains secteurs. On peut parler de nouveaux produits, alors on va dire ce sont des petites avancées, mais qui vont sans doute apporter beaucoup de choses dans les années qui viennent. Je vais parler des exosomes, je vais parler des peptides, je vais parler de tous ces produits qui permettent d'améliorer la qualité de la peau. On ne va pas combler des rides, on va améliorer, on va partir un petit peu, c'est plus progressif, on va partir de plus loin, mais leur intérêt est certain. Mais au-delà des nouveautés technologiques, ce rendez-vous international est aussi un véritable lieu d'échange et de collaboration, avec un objectif commun, continuer à faire évoluer les traitements esthétiques tout en renforçant la sécurité et la formation des professionnels de santé. Prenons la direction de l'Allemagne à présent, mais vous ne devriez pas être trop dépaysés, je vous emmène à Monaco, mais dans sa version miniature. Dès demain, vous pourrez découvrir une partie du Rocher à Europa Park. Le célèbre parc d'attractions vient de finir ses travaux et propose un tout nouveau quartier dédié à la principauté que nous avons pu découvrir en avant-première lors de la traditionnelle conférence de presse de lancement de saison. Reportage signé Alban Gingembre et Hugo Comasa. Los geht's nach Monaco! Europa Park emmènera désormais ses visiteurs à Monaco, le célèbre parc d'attractions connu pour ses quartiers thématiques inspirés par des pays européens a choisi la principauté pour son 18e quartier. Das Lebensgefühl, was wir hier vermitteln wollen, entsteht nicht nur dadurch, dass wir Sehenswürdigkeiten nachbilden, sondern vor allem dadurch, dass wir echte Emotionen schaffen wollen. Die Architektur, die Gastronomie, die Musik, die Kultur, das sind alles Dinge, die ineinander greifen und der Gast sich somit bei uns fühlt, als würde er einen Tag komplett durch Europa reisen, sei es von Skandinavien nach Spanien und bis nun jetzt auch nach Monaco. Aménagé à côté du Silver Star, attraction phare du parc, le quartier Monaco nous invite à découvrir le jardin exotique, le casino, le café de Paris, le cirque, l'institut océanographique et bien sûr le circuit du Grand Prix. Alors ici on arrive sur la fin du tracé du circuit. Qu'est-ce qu'on peut voir ? Alors là on est au cœur de la course automobile. Vous avez un panneau qui reprend les éléments essentiels du circuit et des voitures prêtées par son Altesse Sérénissime le Prince Souverain qui viennent de ses collections. Une Formule 1, une Daimler qui a appartenu à la Princesse Grace et le promoteur de la Formule AI qui a prêté également une voiture de course. Donc nous sommes ici dans le temple de la vitesse sous le Silver Star. Un projet qui permet à la principauté de rayonner à travers les 7 millions de visiteurs annuels d'Europa Park. Et notez que ce nouveau quartier thématique monégasque fera l'objet d'un après-JT que vous pourrez découvrir dans 2 semaines, le vendredi 10 avril, avec tous les secrets de ce chantier. Changement d'atmosphère dans ce journal, place maintenant à la poésie. Ces 26 et 27 mars, la Principauté a accueilli la toute première édition de Monaco Poésie Nuit et Jour, un événement inédit qui a transformé l'hôtel Hermitage en véritable scène artistique où se mêlent littérature, musique et gastronomie, animée par des poètes, artistes et comédiens autour d'un dîner signé Yannick Aleno. Avant d'accueillir l'acteur et chanteur Lambert Wilson, tête d'affiche de cette soirée, voyez le reportage de Christine Petit-Homel avec Jean-Alexandre Dordet à la caméra.
Aujourd'hui, place donc à la rencontre avec les auteurs pour cette deuxième journée de Monaco Poésie Nuit et Jour. Plusieurs poètes ont été invités à échanger avec le public autour de leur travail et de leur vision de la poésie. Parmi eux, le poète Pascal Baquet évoque notamment la force et l'ambivalence de la poésie entre beauté des textes et puissance parfois violente du langage. La poésie est peut-être plus une violence qu'un adoucissement. Après, c'est une belle violence, c'est une violence qui ramène peut-être les hommes qui savent pas trop ce qu'ils font là à une meilleure idée d'eux-mêmes. Une langue française qui, sous la pression de la modernité, du réseau, mais aussi d'une espèce de maladie de la langue sociale et de la langue politique, est en danger. Et qu'il convient justement de la ranimer. Ce qui importe, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, c'est justement de retrouver le fil de ce qui dans la langue est si crucial et si vital pour nous que c'est un fil immortel. Et c'est à cette immortalité de la langue que le poème doit retourner. Autre invité de cette rencontre, l'écrivain et poète Louis-Philibert d'Alembert. Lauréat du prix Goncourt de la poésie 2024, il raconte ce qui nourrit son écriture, notamment ses racines et l'inspiration venue de son pays natal, les Caraïbes. Une ville sans eau, la mer si possible, mais au moins un grand fleuve, pour moi c'est très important. Et là, il y a deux choses qui me rappellent un peu la Caraïbe, ce sont les collines ou les montagnes derrière et la mer en face. Donc c'est le paysage auquel je suis habitué. Et donc pour parler de poésie, pour moi c'est parfait. Pour moi la poésie, bien sûr, il y a une réflexion à long terme, mais c'est ce que je nomme souvent l'écriture de l'urgence. L'urgence dans la mesure où j'ai quelque chose à dire sur le moment, et ça s'exprime par la poésie. C'est comme une fulgurance, c'est quelque chose qui arrive tout de suite, là, il faut, donc ça peut être une scène de vie, quelque chose que j'observe, j'ai envie de dire, ça peut être un sentiment que j'éprouve, et là il faut le dire tout de suite, là, maintenant. On cultive aussi, j'ai presque envie de dire, nos obsessions d'une certaine façon, donc on a tendance à voir ou à être ému, et pas plus ou moins les mêmes choses si on ne fait pas attention. Mais ça vient de là, ça vient de cette fulgurance-là, de cette urgence-là de dire la chose, quoi. Et pour conclure ce reportage, le poète nous a offert un instant suspendu avec la lecture de l'un de ses textes que nous avons souhaité ce soir partager avec vous. Un jour, j'ai poussé les portes de l'aube et je me suis assis sous une véranda face à la mer Caraïbe avec pour unique compagne une petite chaise de paille que je trompe par moments, que je trompe parfois, les soirs d'averses violentes, quand les lampes ont cessé leur dialogue, avec une dodine de paille et les âcres étoiles d'un rhum de Cannes. Et là, face à la mer Caraïbe, nos conciliabules muets attendent chaque fois de remonter l'enfance de son vagabondage, l'adolescence aussi, de ses utopies qui tardent à s'éteindre. Un jour, j'ai poussé les portes de l'aube. Depuis, je vois le monde à travers ses rayons pâles d'ombre et bleus de nuit, sans les effusions de mes blessures. Ce jour-là, face à la mer Caraïbe, j'ai rêvé d'un poème qui nulle part ne commence ou alors de l'enfance et nulle part ne finit. Bonsoir Robert Wilson. Bonsoir Théo. Merci de nous faire l'honneur de votre présence sur Monaco Info ce soir. C'est la toute première édition de Monaco Poésie Nuit et Jour. Vous avez choisi d'y proposer un récital mêlant poésie et musique en plusieurs langues et accompagné au piano. On ne vous attendait presque pas dans ce costume, hein. Racontez-nous tout ça. Et pourtant, c'est quelque chose que je fais très souvent, c'est-à-dire que j'aime lire de la poésie sur scène, j'aime travailler avec les musiciens, et finalement, une chanson, c'est très souvent une extension d'une poésie qui a été mise en musique par un compositeur. En l'occurrence, je vais chanter
une poésie de Baudelaire mise en musique par Léo Ferré, et aussi une poésie de Rimbaud qui a été mise en musique. Donc en fait, dans les tours de chant traditionnels, on mélange poésie et musique. Et j'aime beaucoup faire ça, particulièrement depuis que j'ai fait un spectacle sur Yves Montand. Et je trouve que la poésie, ça doit être entendu finalement, ça doit être lu à haute voix. Donc c'est ce que j'aime faire. Et justement, ce vendredi, c'est Thierry Consigny, curateur de l'événement porté avec la SBM, qui prend le relais pour philosopher sur ce qui rend indispensable la poésie aujourd'hui, dans un monde, nous dit-on, tumultueux. En ce sens, qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel, la poésie, selon vous, Lambert Wilson? On peut faire face à tout avec elle, c'est un refuge, un bouclier? D'abord, il faut savoir qu'elle existe depuis que la culture existe chez les hommes. Et le premier poème que je lis dans cette soirée, c'est un poème de Sappho qui a écrit 7 siècles avant notre ère. Et je termine la soirée par une autre poétesse américaine qui parle d'événements qui ont eu lieu il y a quelques mois seulement. Donc la poésie a la fonction d'évoquer ce que traverse l'homme. C'est la fonction qu'a aussi le théâtre d'ailleurs, et par extension le cinéma. Simplement, c'est un des arts fondamentaux parce qu'elle est très proche de la musique. Et la musique, c'est un langage universel. Ça veut dire que la poésie, même si on ne la comprend pas complètement, il y a une musicalité qui vous arrive et qui peut vous arriver dans plusieurs langues. Et c'est pour ça qu'en fait, dans ce panorama, j'ai voulu présenter un texte en italien, un texte en espagnol, des textes en anglais. Et j'espère que même si les gens ne parlent pas ou ne comprennent pas les langues, ils vont être séduits et bercés par cette musicalité. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à cette aventure culturelle monégasque un peu hors du commun? C'est sa philosophie, justement? Personnellement, les entreprises qui mettent au premier plan la poésie, la littérature, me plaisent beaucoup et je les privilégie. Je trouve que c'est important aussi à l'époque où en fait on est séparé des acteurs par les écrans, les tablettes, où tout devient un peu abstrait. C'est important de revenir avec sa présence, sa voix, son corps. Et ça crée une vibration que les gens apprécient. C'est pour ça que les gens continuent malgré tout à aller au théâtre, à l'opéra, à voir de la danse. On a besoin de revenir à quelque chose qui est réel, qui est incarné. Et c'est pour ça que je dis oui quand on me le propose. Et quand Thierry Consigny me l'a proposé, j'ai dit oui tout de suite. En plus, pour se retrouver ici. On vous connaît beaucoup comme comédien, comme acteur, surtout au cinéma, avec Les Choses Simples, De Gaulle, Matrix et j'en passe. Mais vous êtes passé aussi par Monaco, vous le disiez au début, il y a quelques années, à la Salle Garnier en plus. Rafraîchissez-nous la mémoire. En fait, le premier concert que j'ai donné de ma vie, concert classique, c'était à l'Opéra Garnier, à la fin des années 80. J'ai eu la chance de faire ce concert avec l'orchestre et j'ai eu très peur et ça s'est bien passé, disons, malgré ma grande peur. Et ça a débouché sur un autre projet qui était un disque, un album d'air de comédie musicale, toujours avec l'orchestre, qui s'appelait Musicals. Donc j'ai passé plusieurs jours à l'enregistrer avec l'orchestre. Et puis j'ai aussi créé ici, à l'Opéra Garnier, mon tour de chant autour d'Yves Montand. Donc c'est un lieu de création, Monaco, c'est un lieu où les artistes sont bien en résidence et où on les accueille et surtout on les promeut, on promeut la création, on promeut le travail, pardon. Et après vous avoir vu ces 26 et 27 mars à Monaco, où est-ce qu'on pourra vous retrouver ensuite? Quels sont vos prochains projets attendus? Allez-y, c'est la minute publicité. Eh bien, je crée un nouveau concept d'un spectacle musical autour de la chanson dans le cinéma français et américain que nous allons proposer à Paris, à la Salle Gaveau, le 13 juin. Parallèlement à ça, je fais d'autres concerts autour de d'autres thèmes. En tout cas, le prochain rendez-vous important pour moi, c'est à Paris et c'est le 13 juin et je chante les belles pages du cinéma. À la Salle Gaveau et au cinéma. Et au cinéma, il y a des tournages en cours et une sortie bientôt, d'une comédie qui s'appelle Maudit Français, qui devrait sortir vers la fin de l'année. Donc il y a beaucoup de choses en même temps. Voilà, on notera ça à l'agenda, des rendez-vous importants. Merci beaucoup Lambert Wilson d'être passé nous voir sur Monaco Info à l'occasion de votre participation à la toute première édition de Monaco Poésie, Nuit et Jour à l'Hôtel Hermitage. Merci beaucoup.
Merci Théo, merci, bonne soirée. Voilà pour cet entretien enregistré hier soir. Restons dans la culture avec les incontournables imprévus des ballets de Monte-Carlo. Un format de spectacle qui permet à un public restreint d'assister à une représentation intimiste au sein des ateliers des ballets. Hier soir, le corps a proposé un spectacle tout à fait singulier, imaginé par les élèves de l'Académie de danse Princesse Grace et ceux du pavillon Bozio. Alban Gingembre et Marie-Ève Béé ont capté cette œuvre pour vous regarder. L'éducation dans l'art de l'humanité, c'est le thème de ce spectacle qui expose 4 tableaux illustrant différentes étapes de l'éducation. Une thématique de circonstance pour cette création artistique réalisée par les élèves chorégraphes de l'Académie de danse Princesse Grace. C'est de donner la possibilité avec une structure professionnelle à des jeunes plasticiens ou à des jeunes chorégraphes d'avoir une expérience dans une situation très professionnelle, mais tout en donnant un petit peu d'espace à l'erreur, à comprendre. Alors en fait, on les guide un petit peu, mais tout en laissant aussi l'espace à l'erreur qui est important, car on est dans une salle très intime, on n'est pas dans un grand théâtre, avec un public qui est quand même sélectionné aussi pour comprendre aussi qu'est-ce qui se passe dans les coulisses du travail d'un chorégraphe ou d'un danseur. Alors il y a ce côté un peu pédagogique qui est très important et qui les met à l'aise tout en leur apprenant le métier qui va être un jour s'ils deviendront chorégraphes, les danseurs, et sûrement pour les plasticiens qui deviendront scénographes. Un travail de création qui s'est étalé sur plusieurs mois. Côté scénographie, ce sont les élèves du pavillon Bozio qui ont conçu le décor du spectacle. La vidéo est très présente dans le spectacle et elle joue en dialogue avec les costumes. Donc c'est principalement vidéo, costumes et lumière. Donc ils sont confrontés à toute la réalité d'un projet, les impératifs budgétaires, les deadlines, les relations avec les techniciens, la confrontation avec une autre culture qui est celle des ballets. À la fin du spectacle, les élèves expliquent au public leur choix artistique. Dans ce projet, j'ai souhaité concevoir une scénographie dynamique, évolutive, qui dialogue constamment avec la danse. Un dernier moment de trac qu'ils affrontent avec perfection pour clore cet exercice. Autre information sportive cette fois, le Rolex Monte Carlo Masters vient d'annoncer que Gaël Monfils sera présent à la prochaine édition du tournoi qui se tiendra du 4 au 12 avril. Ancien numéro 6 mondial et vainqueur de 13 titres ATP. Une visite particulière pour le Français puisque la saison 2026 sera la toute dernière de sa carrière professionnelle après plus de 20 ans passés sur le circuit. Et le monument du tennis ne viendra pas seul. Les organisateurs ont annoncé également le passage de Moïse Kouamé, jeune tennisman déjà très prometteur qui a seulement 17 ans, signera sa première participation au tableau final du Rolex Monte Carlo Masters. La relève est assurée. Finissons en musique. Bach et 2 de ses fils ainsi que Mozart sont à l'honneur le temps de 2 concerts donnés hier et aujourd'hui pour le Printemps des Arts. C'est l'ensemble des ambassadeurs de la grande écurie qui s'est chargé de cette mission sous la direction de Stéphane Rossi au violon. Le récit de José Sacré sur les images de Thomas Deus à l'Auditorium Régnier 3. Symphonie dissonante pour cordes en fa majeur de Wilhelm Friedman Bach, un des fils de Bach, interprété par l'ensemble Les Ambassadeurs, la Grande Écurie, avec Stéphane Rossi au violon. C'était la première pièce au programme des 2 concerts proposés par le Printemps des Arts, jeudi 26, puis ce vendredi 27 mars, à l'Auditorium Régnier 3, sur le thème de l'essor du concerto. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que l'évolution des instruments, puisque c'est la thématique de l'année, l'instrument a influencé les compositeurs, à moins que ce soit les compositeurs qui aient eu besoin que les instruments évoluent pour que leur langage puisse se déployer. Et donc, ce qui était intéressant, c'est de passer de Jean-Sébastien Bach, le compositeur du clavecin, on va dire, à Wolfgang Amadeus Mozart, le compositeur du piano, puisqu'on a tout un tas de concertos pour piano, de sonates, etc., en voyant combien les fils de Jean-Sébastien Bach ont quelque part trahi leur père. C'est-à-dire ils ont considéré que la musique de leur père était la musique de la fin d'une époque et avec leur talent à eux, qui n'est peut-être pas le génie de leur père, ils ont introduit de nouvelles notions comme le crescendo instrumental et donc ils ont réussi finalement à renouveler le langage du clavier. Après avoir joué le concerto en ré mineur de Carl Philipp Emanuel Bach, autre fils de Jean-Sébastien Bach, Olga Pachenko, au piano cette fois, a interprété le concerto pour piano et orchestre numéro 23 de Mozart.
Mozart, c'était un compositeur de synthèse d'abord. C'était pas un radical comme le sera Beethoven quelques années après. C'était un compositeur qui puisait dans le langage autour de lui tout ce qui lui paraissait le plus adéquat pour nourrir sa propre esthétique et qui ensuite avait un sens de la dramaturgie complètement irréel. Et d'ailleurs, ce qu'il y a de fou chez Mozart, c'est qu'il est le compositeur des dramaturgies du conflit, c'est-à-dire le concerto et l'opéra. Si on prend son exact contemporain et ami Haydn, qui était plutôt le compositeur de la symphonie et du quatuor, on a avec ces deux amis les deux personnes qui couvrent le mieux tous les genres musicaux de leur époque. Magnifique. Et c'est pas fini, le deuxième et dernier concert avec Bach et Mozart à l'honneur aura lieu ce soir à 19h30, toujours à l'Auditorium Régnier 3. Voilà pour les grands titres de ce vendredi. Dans un instant, la météo idéale à la hauteur de la journée historique de demain à Monaco. Prévision présentée par Léa Dutrouille. Demain, justement, si vous privilégiez la télévision, nous vous donnons rendez-vous dès 8h30 en direct sur Monaco Info pour suivre l'arrivée du pape Léon XIV, puis à 14h pour sa grand-messe au stade Louis II. On se quitte un court instant avec quelques photos d'un autre événement, le Printemps des Arts et ce fameux concert de Bach et Mozart capturé hier par l'objectif de Stéphane Dana. Et je vous retrouve ensuite pour l'après-JT consacré ce vendredi à la réouverture du splendide jardin exotique au terme de 6 longues années de travaux. Merci de nous avoir suivis et à tout de suite pour l'après-JT. Bonsoir à toutes et à tous. Dès le matin, le soleil s'imposera largement avec une ambiance fraîche autour de 7 degrés. Rien de bien méchant, juste de quoi vous réveiller en douceur. Au fil des heures, le thermomètre grimpera pour atteindre jusqu'à 15 degrés dans l'après-midi. Le ciel restera globalement lumineux avec simplement quelques nuages qui pourraient faire leur apparition en fin de journée. Une évolution classique mais toujours aussi agréable. Côté vent, quelques rafales autour de 20 km/h sans excès. Et bonne nouvelle, aucun risque de pluie en journée. Vous pourrez donc profiter pleinement de l'avenue historique du pape Léon XIV. En soirée, les températures redescendront autour de 10 degrés avec un ciel devenant plus nuageux. La nuit pourrait donc apporter quelques gouttes mais rien de significatif. Je vous souhaite une très bonne soirée et à demain.